Nous sommes réunis pour la 3e table ronde des rendez-vous de l'inclusion organisée par le réseau GESAT et l'UNAPI sur le thème de l'accès à la vie de la cité. Alors, autour de moi, 5 experts et 5 dirigeants d'organisations, d'entreprises ou d'associations. Fabien Gueulier de la Fédération Handynamique, Christophe Deleuzier de l'ESAT OSEA, Mathieu Bars de l'entreprise adaptée numérique, EA, Samir Gerza de l'association L'École de l'inclusion et Laurent Cambon de Vif 3 Île-de-France, filière handicap. Nous accueillons des experts, comme je le disais, des experts d'organisations différentes pour aborder la question forte de l'inclusion dans l'accès de la vie à la cité. 15 ans après la promulgation de la loi de 2005, 20 mois après la conférence nationale du handicap du 11 février 2020 qui a abouti à 12 engagements pour améliorer l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, où en est-on? Où en est-on en matière d'inclusion dans l'accès à la vie de la cité? Accès à la vie de la cité, de quoi parle-t-on plus concrètement? De quoi parle-t-on dans les faits et dans les chiffres? Quelle est la réalité du vécu des personnes en situation de handicap quand il s'agit de vie citoyenne? Que penser du récent bilan français suite à la Convention de l'ONU dans le cadre de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap? Quels sont les obstacles? Où sont les freins? Comment peut-on améliorer le modèle français pour une réelle inclusion des personnes en situation de handicap dans leur vie de citoyen? Quels dispositifs existent-ils? Quelles sont les solutions? Vous êtes porteur de solutions. Pouvez-vous nous dire, Fabien Gueulier, comment est-ce que vous appréhendez la question de l'accès à la vie de la cité dans le cadre de vos responsabilités et de l'association Handynamique? D'accord. Alors oui, la Fédé 100% Handynamique, on se définit comme le mouvement des jeunes pour la réussite des jeunes en situation de handicap. Donc on va dire qu'on a comme axe principal le parcours de formation jusqu'à l'emploi, mais la réussite des jeunes en situation de handicap, ça passe aussi par tout un environnement, tout un épanouissement qui concerne l'ensemble de leur vie sociale. Donc la vie de la cité, c'est un tout. La réussite dans les études, c'est aussi un épanouissement à travers de la pratique sportive, culturelle, enfin un accès à la vie ordinaire de toute personne. Pour nous, notre vision, c'est que tout jeune à compétences et motivations égales en situation de handicap devrait avoir un parcours conforme à la vie d'un jeune de sa génération dans son parcours de formation jusqu'à l'emploi et on va dire de manière générale. Ce qu'on appelle la société inclusive. Accès de la vie à la cité, c'est-à-dire par l'éducation, par la formation, par l'enseignement, voilà. C'est le premier pas? Oui, parce que bon, nous, on est un mouvement étudiant, donc c'est vrai qu'au départ, pour nous, l'aboutissement de l'inclusion sociale pleine et entière, c'est vraiment l'accès à l'emploi. Donc la réussite de notre action, la réussite d'un parcours d'un jeune qui va faire des études secondaires puis supérieures, théoriquement, la finalité, c'est l'emploi. Et c'est assez choquant d'avoir des jeunes qui sont diplômés du supérieur et qui vont être bloqués à compétences égales en matière d'emploi parce qu'un environnement de travail ne sera pas accessible, parce qu'un manager ne sera pas sensibilisé et ne saura pas de quelle manière inclure le collaborateur, etc. Donc c'est vrai que cette visée, elle est là, mais nous, on est plutôt en amont, c'est-à-dire vraiment consolider ce parcours, la confiance en soi. Donc nos modes d'intervention, ça va être par exemple du tutorat étudiant de collégiens et de lycéens en situation de handicap, c'est du tutorat collectif, c'est pas du tout du soutien scolaire, c'est vraiment du développement personnel, leur donner confiance en eux, leur permettre de développer les compétences transversales. Donc là, c'est des étudiants handicapés ou non qui vont soit intervenir dans des ULIS, dans des classes spécialisées en milieu ordinaire, soit accueillir sur leur campus le week-end des jeunes en situation de handicap pour les aider à ce qu'on appelle pérémuler, c'est-à-dire entrer dans une dynamique d'émulation et aller au plus loin de leur capacité, de leurs compétences, et discerner un projet qui soit un projet de réussite ambitieux, pas se laisser censurer par des prescripteurs qui diront ou qui ont dit à leurs parents d'abord et puis peut-être à eux ensuite, non, tu n'iras pas plus loin que là. Voilà, donc là l'idée c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Il y a bien sûr des limites qui existent, mais il faut retirer toutes les limites qu'on se donne ou que d'autres définissent à notre place. Alors vous travaillez avec un public qui va du collège au lycée, aux études supérieures et jusqu'à 35 ans.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc il y a aussi, après l'insertion professionnelle, on a aussi des jeunes qui peuvent... on a un groupe d'entraide, en fait, avec des groupes thématiques, avec des jeunes qui sont plus avancés en expérience, qui vont apporter des conseils à d'autres voilà, qui débutent, soit dans l'enseignement supérieur, soit dans la vie active. Donc effectivement, ça va jusqu'à 35 ans, et j'ai envie de dire, ça va au-delà, sauf qu'on change de statut, on n'est plus un bénéficiaire, mais on peut devenir un pérémulateur, donc un bénévole engagé au bénéfice de nos jeunes en situation de handicap. Christophe Delezy, vous représentez une ESAT. Oui, donc je représente l'APUI de Périgueux et je suis directeur du pôle travail qui regroupe effectivement un ESAT et une entreprise adaptée. Et au total, on doit être à peu près à 300 personnes, hein, donc 240 en ESAT et le reste en E1. Notre action, bon, entre autres un peu classique en ESAT, mais aussi on a un atelier qui s'appelle du FALC. Pour nous, l'inclusion, c'est aussi de dire à un moment donné, on est dans la société quand on comprend ce qu'on lit, quand on comprend ce qu'on dit, quand on accède à l'information. Et ça, je pense que c'est hyper important pour l'inclusion, parce qu'il y a plein de gens, on s'occupe de personnes avec une déficience mentale légère et moyenne, et plein de gens ne comprennent pas. Hein, plein de gens ne comprennent pas, et ils ne comprennent pas ce qu'on dit, ils ne comprennent pas, on va trop vite. Hein, il y a des travailleurs qui me disent, mais attendez, vous parlez trop vite, vous n'attendez pas les réponses, et vous employez des mots trop compliqués. Donc ça résume bien la totalité de la compréhension des personnes qu'on peut accompagner. Hein. Et donc le FALC est une méthode européenne, hein, qui permet de retranscrire des documents un peu compliqués, hein, en du facile à lire et à comprendre. Très bien. Mathieu Bars, vous représentez un autre volet de l'emploi et de l'inclusion dans l'accès à la vie à la cité à travers une entreprise adaptée, spécialisée dans le numérique. Exactement. Bonjour, merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être là. Effectivement, je suis le directeur de Numérique EA, donc c'est une agence digitale qui a l'agrément d'entreprise adaptée. Et nos deux engagements, c'est effectivement l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi favoriser l'accessibilité numérique, ce en quoi on s'est spécialisé. Et en fait, l'un et l'autre sont liés, c'est-à-dire qu'on va favoriser l'emploi, notamment en travaillant sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux, donc ça rejoint aussi la thématique du FALC, c'est comment on fait pour accéder à l'information. On le sait qu'on est dans un monde qui s'est beaucoup digitalisé. On l'a en plus vécu pendant la période du confinement avec des gens qui étaient en télétravail, avec des difficultés d'accès, etc. Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'accéder à l'information, que ce soit sur des sites ou des démarches publiques ou des sites internet privés. Et donc il y a un vrai travail d'évangélisation, de pédagogie auprès de ces acteurs-là pour les aider à optimiser l'accessibilité de leur site. Donc voilà, l'enjeu de Numérique EA aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir sur l'inclusion par le numérique. Laurent Cambon, vous représentez un groupe, et notamment la filière handicap de ce groupe. Dites-nous comment est-ce que vous appréhendez la question de l'inclusion dans la vie de la cité à travers vos activités. Merci en tous les cas pour l'invitation. 3 mots, si vous le permettez, sur le groupe Vive. Donc le groupe Vive, c'est 3 branches, une branche mutualiste, assurantielle, une branche immobilière et une branche que je représente qui est l'accompagnement des personnes, qu'il s'agisse des personnes en situation de handicap ou âgées ou à domicile. Donc en fin de compte, l'entrée que nous avons pour les personnes en situation de vulnérabilité est un périmètre très large qui va du domicile jusqu'à des institutions très spécialisées, ESAT, maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil médicalisés. Et je dirais que l'entrée, en tout cas l'enjeu qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est de sortir du mot valise inclusion, comme finalement peut-être on le porte un peu de manière un peu banalisée, c'est-à-dire que tout le monde a l'impression de faire l'inclusion dès lors qu'on accueille une personne en situation de handicap sur un établissement. Ça fait presque bien de dire je suis dans une démarche inclusive. Et nous, ce que nous avons à cœur chez Vive, c'est nous rappeler que l'inclusion, c'est d'abord l'accès aux droits des personnes en situation de vulnérabilité.
Et on a largement en tête le fait que la notion d'inclusion est née aux États-Unis il y a près de 50 ou 60 ans sur le droit des minorités afro-américaines, SIDA, personnes malades, d'accéder aux droits, là où la France est restée finalement très en retard. Et aujourd'hui, grâce aux familles, grâce aux représentants de personnes en situation de handicap, nous sommes appelés, nous, institutions médico-sociales, à faire valoir les droits des personnes en situation de handicap. Très bien. Samir Guerza, vous représentez l'association L'École de l'inclusion. L'école de l'inclusion par le sport. On a une grande conviction, c'est que le sport est une école de la vie. Je partage ce que dit Laurent. Je crois qu'il faut avoir une définition globale de l'inclusion. J'aime bien la définition de la Commission européenne qui parle d'inclusion active et de permettre à chaque citoyen d'être utile à la société et notamment à travers l'exercice d'un emploi. C'est la raison pour laquelle nous, on s'est attaqué à l'insertion des jeunes par le sport, qui consiste tout simplement à réparer une injustice, qui est de laisser de côté finalement une grande partie de la jeunesse, notamment des quartiers populaires, en ne s'appuyant pas sur ce qu'ils sont. Beaucoup d'entre eux n'ont pas accès aux études, n'ont pas les mêmes réseaux, n'ont pas forcément, viennent pas d'origine culturelle qui leur permettent d'accéder à tout cela. Et bien pour autant, ils développent un certain nombre de talents et de capacités. Et donc par le sport, on est capable de développer des capacités qui sont utiles au monde de l'entreprise. Donc nous, notre job, c'est de tout simplement créer des passerelles entre des jeunes éloignés de l'emploi, issus des quartiers populaires, mais aussi des zones rurales, et de les emmener vers l'emploi via la pédagogie du sport. Et donc ça marche très bien. On a des jeunes qui sont bien sûr en situation de handicap, mais également qui ont une forme d'handicap social, on le partageait tout à l'heure, qui viennent de quartiers populaires, et qui finalement par le sport développent ces compétences-là. On a touché 2000 jeunes qui ont passé ces parcours et qui aujourd'hui, parmi ces 2000 jeunes, 80% d'entre eux exercent un emploi durable dans des grandes entreprises qui ne font pas que tendre la main, qui vont également, à travers ces jeunes, recruter des talents et des gens qui vont détonner, qui vont apporter un nouveau regard sur différents métiers. Je cite un groupe avec lequel nous travaillons, c'est le groupe bancaire, le Crédit Agricole, avec qui nous travaillons. Nous travaillons avec 15 caisses du Crédit Agricole partout en France. Et aujourd'hui, c'est finalement des talents nouveaux qui entrent dans le monde de l'entreprise. C'est ça l'inclusion pour nous, c'est une inclusion globale. Très bien. Chacun d'entre vous, vous participez à l'inclusion à travers différents leviers, l'éducation, l'emploi, le numérique, le sport, les centres d'hébergement, un accompagnement santé. Où sont les freins? Où sont les obstacles? Alors, peut-être sur la partie du numérique, aujourd'hui avoir un numérique accessible, c'est vrai que la particularité du numérique, c'est que ça peut être soit inclusif, ou soit au contraire, ça peut devenir discriminant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une digitalisation de toutes les démarches, accéder à la MDPH, payer ses impôts, accéder à la sécurité sociale. Si les parcours ne sont pas accessibles, ça devient un facteur de discrimination, alors qu'il peut être inclusif. Donc, les freins... Aujourd'hui, il y a une loi qui incite à faire en sorte que les parcours soient accessibles. Les freins, tels que moi je les vois, ils sont plutôt d'ordre de la sensibilisation, de la pédagogie. Nous, on fait beaucoup d'évangélisation. On explique aux gens avec qui on parle de l'accessibilité numérique que techniquement, c'est possible. Il n'y a pas de frein technique à rendre un site accessible. On sait faire. On sait accompagner nos clients, nos prospects sur ce type de démarche. Donc, il n'y a pas de frein technique. Donc, c'est un sujet de prise de conscience, de volonté de faire. Donc, c'est plutôt ces barrières psychologiques ou de non-connaissance qui font qu'aujourd'hui, ce sujet-là évolue, mais encore un peu trop doucement. D'accord, donc il y a des freins culturels. J'aurais quand même cité, malgré le décret 2019, 70% des sites ne sont pas accessibles, donc non inclusifs. Autre accessibilité, accessibilité des locaux, nous savons que la majorité des lycées en classe prépa ne sont pas accessibles. Je vous passe la parole, Fabien Gueulet, puisque vous représentez quand même les étudiants. Effectivement, c'est un sujet. Alors justement, par rapport à votre question, elle est compliquée parce que je pense que si aujourd'hui on veut appréhender
la question de l'inclusion dans la société, en fait, ça va vraiment être très différent d'une situation de handicap à l'autre. Et nous, on n'est que sur du spécifique. Et c'est vrai que cet exemple est très parlant pour les personnes lourdement handicapées moteurs, personnes en fauteuil électrique. Il y a énormément de lycées anciens, dont le bâti est ancien, qui sont souvent les lycées prestigieux à classe prépa, qui aujourd'hui ne sont pas, on va dire, handi-accueillants pour des étudiants avec un handicap moteur, c'est-à-dire qui ont toutes les aptitudes intellectuelles pour réussir un cursus, mais qui vont devoir choisir leur classe de préparation aux grandes écoles, non pas en fonction de leur classement, mais finalement en fonction d'un degré d'accessibilité. Même si les choses ne sont pas toujours dites explicitement, si pratiquement ils veulent être dans de bonnes conditions pédagogiques, ils sont obligés de faire ces choix. Donc ça, c'est vrai que c'est problématique, mais c'est un exemple parmi une infinité d'exemples. On pense souvent aux sensoriels et moteurs, mais il y a tout autre type de handicap qui sont pénalisés. Sur le numérique, évidemment, la déficience visuelle est particulièrement tributaire des avancées, qui a quand même changé la vie des jeunes handicapés en bien, il faut le dire, et on est plutôt dans une dynamique d'une manière globale favorable. Les jeunes handicapés aujourd'hui sont des natifs d'Internet et des réseaux sociaux et arrivent à s'en servir. C'est choquant quand des sites du service public ou à vocation délégataire de service public ne sont pas accessibles. Moi, quand j'ai appris que Pronote, par exemple, qui est quand même le logiciel qui permet à des parents de connaître les résultats des enfants, ou à des enfants même de suivre les prescriptions de leurs professeurs, ne sont pas totalement accessibles pour des personnes non-voyantes, c'est choquant. Un parent qui ne peut pas savoir au même titre que tous les autres ce qui se passe. Bon, alors, j'aurais peut-être pas dû citer en exemple un logiciel, parce que si ça se trouve, les concurrents sont pas meilleurs. Hein, donc je ne cible personne en particulier, mais c'est pour illustrer la difficulté dans laquelle des personnes se trouvent encore aujourd'hui. Voilà. Mais il va falloir faire un inventaire à l'après-vert de toutes les situations qui survivent en fait en 2021 à la problématique de l'inclusion. C'est plus systémique, il y a des progrès qui se font à des vitesses très différentes et il y a des situations de blocage. Les jeunes avec une déficience visuelle, par exemple, sont plutôt ceux qui réussissent le mieux leurs études supérieures et ce sont plutôt des jeunes diplômés qui se retrouvent en galère d'emploi parce que les logiciels métiers ne sont pas accessibles, par exemple. Alors reparlons de l'accès à l'information, parce que c'est quand même la base. Christophe Deleuzier, où sont les freins? Enfin, vous les vivez au quotidien avec vos salariés. Je pense que les freins viennent d'une méconnaissance du handicap. Hein. On ne sait pas, on ne connaît pas. Des organismes publics spécialisés normalement dans le handicap sont encore à produire des documents incompréhensibles pour les personnes. Hein. On dit, on prend l'autonomie, on prend plein de choses, l'inclusion aussi, mais à un moment donné, vous allez remplir un dossier d'allocation adulte handicapé ou d'orientation. Si vous avez des difficultés de lecture ou de compréhension, vous êtes en incapacité de remplir ce document. Et pour moi, à un moment donné, l'accès et l'inclusion, elle est là. Hein. Je comprends, donc je vis. Hein, et je peux me débrouiller dans la ville. Hein, et d'où l'idée du FALC et de pouvoir à un moment donné avoir de plus en plus de documents en facile à lire et à comprendre et accessibles pour que les gens soient de plus en plus autonomes à pouvoir se débrouiller par eux-mêmes. Je trouve que ça, c'est important. L'accès à l'information, l'accès aux études, est-ce que ce n'est pas le premier barrage pour les jeunes dont vous vous occupez et qui se retrouvent hors système? Je pense que c'est les a priori qu'on peut avoir de deux côtés. Du côté des employeurs, qui se disent que dès lors que les personnes sont diplômées, et pourtant je le suis moi-même, c'est gage de qualité, de fiabilité dans la durée, premier a priori. Deuxième a priori, côté des bénéficiaires. On en parle là encore, il y a un certain nombre d'emplois non pourvus. On rencontre avec mes équipes beaucoup de jeunes qui ont des a priori par rapport à un certain nombre de métiers. Et donc, il y a des a priori des deux côtés. Et donc, on assiste à un monde parallèle entre des jeunes qui ont une méconnaissance d'un certain nombre de métiers, de systèmes, de dispositifs, y compris portés par l'État, et les entreprises, les employeurs, PME, TPE, grands groupes, qui ont aussi ces a priori-là. Premier, pour moi, obstacle. Deuxième obstacle qu'on peut transformer en opportunité, c'est celui d'aller vers les publics. Et nous, on a un métier qu'on vient de développer, on en parlait tout à l'heure, de coach d'insertion par le sport, qui consiste à aller chercher les publics, là où ils sont.
notamment, c'est notre conviction à nous, dans les clubs sportifs ou autour des clubs sportifs, pour aller leur expliquer que ce qu'ils développent, ils ont du talent, même s'ils n'ont pas de diplôme. Donc ça, c'est un premier obstacle qui, à mon avis, peut se transformer en opportunité si on arrive à développer des véritables métiers qui vont aller chercher les publics pour les amener vers l'emploi. À la fois les publics en situation de handicap, et je partage plus experts que moi, collègues autour de la table, mais y compris pour ceux dont je m'occupe moi spécifiquement avec l'Agence pour l'éducation par le sport, les publics éloignés de l'emploi. Très bien. On commence peut-être pour les publics dont vous vous occupez à voir peut-être les freins, les défauts, et c'est ce qui constitue aussi un obstacle. Vous avez beaucoup parlé d'a priori. Les freins dans votre secteur, quels sont-ils? Quand on a échangé, vous m'avez parlé de l'approche très médicalisée de la question des personnes en situation de handicap. Vous êtes dans le secteur de la santé, avec des centres d'hébergement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces freins que vous voyez sur le terrain? Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais je crois que les freins aujourd'hui, ils sont d'abord institutionnels. Et à commencer par nous qui représentons ces institutions. Vous savez que la France a signé la Convention internationale du handicap depuis quand même un certain nombre d'années. Pour autant, l'environnement n'a pas bougé à proportion des engagements que la France avait pris sur cet aspect-là. Je vais vous donner un exemple, le handicap acquis. Première cause de handicap dans le monde. C'est quoi le handicap acquis? Trauma crânien, AVC. On sait qu'ils sont en très forte augmentation aujourd'hui. Eh bien, quand vous sondez l'environnement, vous subissez votre AVC ou votre accident, vous allez à l'hôpital, on fait une radio, on dit bon, tout va bien, il n'y a pas de lésion au cerveau, la personne peut rentrer chez elle. Et puis on s'aperçoit 6 mois plus tard, 1 an plus tard, que la personne perd son emploi, développe des troubles du comportement. Et là, on se dit, ah mais peut-être que le trauma crânien léger, il y a peut-être, vous parliez des jeunes en situation de difficulté, ces gamins qui font du sport, du foot avec les coups de tête, les gamins qui sont sur des mobylettes, enfin des scooters maintenant, qui tombent par terre puis qui se relèvent tout joyeux mais qui ont quand même les petites étoiles. Une enquête a montré il y a à peu près 10 ans, Fleury-Mérogis, donc la prison de Fleury-Mérogis, 40% des prévenus avaient subi des traumas crâniens légers au cours de leur enfance ou de leur jeunesse. C'est pour vous dire que le frein, il est réellement institutionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure aujourd'hui que le handicap, ce n'est pas la personne qui est handicapée, c'est l'environnement qui est handicapé. Et à commencer par nos institutions, comment sortir de ce spectre de la prise en charge? Je me bats au quotidien pour que les intervenants sociaux, les médecins, les travailleurs sociaux, etc., ne pensent plus prise en charge, réduction de la déficience, mais pensent projet avec l'environnement pour que l'enfant ou l'adulte qu'on accompagne demain puisse bénéficier des droits que le handicap lui prive. Voilà. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas changer finalement de point de vue, de prisme? Tout à fait. On parle du changement de paradigme, de la société de l'inclusion où la personne handicapée est admise à la société inclusive où la personne handicapée est comprise. C'est-à-dire que dès le départ, est comprise dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que dès le départ, on pense avec et on fait tous ensemble, on construit, on conçoit les choses tous ensemble. Cette logique de parcours et pas d'établissement, mais vraiment d'institution, mais de parcours et d'accompagnement des personnes dans les parcours, elle est absolument décisive pour la société inclusive. Ça, en ce sens, on peut parler de désinstitutionnalisation. Il ne s'agit pas de stigmatiser les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, qui sont indispensables et dont il y aura toujours besoin, mais c'est leur mission qui doit évoluer dans une logique vraiment de service et d'accompagnement individuel vers un parcours. Et je tiens à rebondir aussi sur le collègue qui fait de l'éducation par le sport, parce que ça me semble absolument décisif et complémentaire. Vous nous disiez quel est le problème majeur aujourd'hui pour la société inclusive. Nous, on le voit, les décrochages scolaires, c'est beaucoup lié à des désavantages sociaux, culturels, linguistiques. Si vous avez des parents qui ne sont pas à l'aise avec l'institution scolaire, ils vont beaucoup plus avoir du mal à dire non quand on va dire que leur enfant n'a pas sa place ici. Donc il y a vraiment tout un travail à faire aujourd'hui vers les publics les plus fragiles
au niveau de leur famille notamment, pour prévenir les décrochages. Et moi, je salue vraiment qu'il y ait des dispositifs de raccrochage derrière, parce qu'ils sont absolument complémentaires. Et pour moi, ça pose aussi la question du diplôme. Évidemment, nous, comme mouvement étudiant, hein, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nos administrateurs sont majoritairement des étudiants, majoritairement des jeunes en situation de handicap. Évidemment, le diplôme, c'est un peu le Graal, et ils sont dans cette logique-là d'acquérir un diplôme. Le diplôme, ce n'est pas tout. Et ce qui devrait être la clé, ça devrait être les qualifications, les aptitudes, les compétences. Et donc, même pour nos jeunes, entre guillemets, qui sont dans un cursus assez classique, on va avoir cette problématique de c'est pas possible que tu fasses ces études-là, tu feras jamais le métier auquel ces études destinent. Or, la problématique, elle devrait être justement la pertinence du projet professionnel par rapport à la situation de handicap. Et ça doit être questionné. C'est pas au diplôme de le dire, c'est pas au contenu des épreuves de le dire, c'est vraiment à la cohérence du projet. Je te donne un exemple. On a eu un de nos membres qui est dyslexique et qui a fait une école d'aviation. Bon, il ne deviendra jamais pilote. Mais par contre, aujourd'hui, il travaille à la Direction générale de l'aviation civile. Rien ne l'en empêche. Donc, ce n'est pas au diplôme de décréter que du fait d'une inaptitude, d'une carence, il n'est pas légitime à poursuivre tel type d'études. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme aussi qui n'est pas encore fait, qui consisterait à repenser les diplômes et à les ajuster à la cohérence des parcours pour que ça soit vraiment les potentiels, les compétences des jeunes qui soient évalués et pas simplement la sanction du diplôme parce que pour une personne, c'est difficile d'acquérir une langue étrangère. Pour une personne, la mobilité internationale à l'autre bout du monde n'a pas été possible, etc. Dans le public des AT, on souffre, enfin les personnes qui fréquentent souffrent aussi de reconnaissance. J'ai bien aimé à un moment donné les freins qui étaient aussi du côté de l'entreprise, mais aussi du côté des personnes. Un des freins, c'est effectivement la qualification, parce que c'est des gens qui fréquentent les AT qui n'ont jamais été trop d'accord, ou l'éducation nationale n'a jamais été trop d'accord avec eux. Hein. Et depuis quelques années, existe ainsi une dynamique qui s'appelle différents et compétents, qui permet de reconnaître la qualification et la reconnaissance professionnelle de la personne qui travaille dans les AT. Effectivement, tu n'as pas forcément de diplôme, mais tu as un savoir-faire. On va essayer de le reconnaître et on va le mettre en valeur. Et je trouve qu'à partir de là, ça permet à monter en qualification et en reconnaissance de la personne. Hein. Je pense qu'aussi, il faut bannir de nos établissements le mot prise en charge. Hein, et on est plus dans l'accompagnement que de la prise en charge. Hein, la prise en charge, maintenant, c'est fini, quoi. On accompagne vers quoi? En fonction de la personne et en fonction de son désir. Ça, c'est primordial. C'est pas la peine de penser à la place des gens. Hein. Je pense qu'il est important de dire à un moment donné, ben voilà, ton projet professionnel ou ton projet de vie, c'est ça. On va t'accompagner vers ça. Hein. Et le Graal d'être dans le milieu ordinaire de travail, je pense qu'à un moment donné, dans nos établissements, il réduit. Hein. Par contre, d'accompagner vers une vie dans la vie de tous les jours et quotidienne, pour moi, elle est importante. Alors, vous représentez justement ces associations, ces structures qui accompagnent ces personnes vers cette vie de citoyen et vous êtes porteur de solutions très concrètes. Au niveau de Numérique EA, dites-nous quelles sont les solutions que vous apportez à cette question, déjà très générale, de l'accès à la vie de la cité et plus concrètement aux salariés qui sont dans votre entreprise. Alors justement, ça fait particulièrement écho aussi chez nous, ce sujet du diplôme, c'est-à-dire que les personnes que nous on recrute, c'est essentiellement effectivement des personnes en situation de handicap. Sur le numérique, on peut avoir des personnes qui peuvent se retrouver avec un bac plus 5 en informatique et d'autres qui vont se retrouver avec un diplôme ou pas de diplôme, que nous on va les recruter sur leurs compétences, voire certains qui sont autodidactes et qu'on va former nous-mêmes à l'accessibilité numérique. Et donc c'est vrai que je rejoins vraiment ce sujet-là. Et s'il y a un message à faire passer aussi, ne vous freinez pas les fameux sujets d'a priori sur ce sujet-là. La porte est ouverte, surtout sur les sujets du numérique. Il y a des organismes comme Simplon qui forment au métier du numérique. C'est l'école de la seconde chance sur le numérique et qui accueille, qui est vraiment handi-accueillant. Donc surtout, n'ayez aucun frein là-dessus. Et ensuite, c'est vrai que nous, notre vision, aussi nous, notre rôle en tant qu'entreprise adaptée, on s'est positionné sur le sujet de l'accessibilité numérique, parce qu'il y a une forme de légitimité. Oui, c'est votre cœur de métier. Voilà.
les gens qui nous ont rejoints, ils acquièrent une formation, de l'expérience et du coup de l'employabilité. Et ils vont travailler avec nous sur une période donnée, qui peut être 2 ans, 3 ans peut-être. Il y a une grosse chance qu'à l'issue de cette période-là, nos clients, nos prospects, peut-être même nos concurrents, peu importe, et ben, ils trouvent que ce soit des profils super intéressants et finalement qu'ils aient passé un temps chez nous comme une passerelle, comme un tremplin pour rejoindre, alors j'aime pas tellement ce mot-là, mais le milieu ordinaire, mais on peut être aussi, dans la notion d'inclusion, être aussi ce trait d'union-là qui est tout à fait possible. Et tous les parcours sont possibles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être heureux et poursuivre l'aventure avec nous, et d'autres qui vont vouloir pouvoir évoluer. Et je suis convaincu que de ce rôle de trait d'union qu'on peut jouer. Qualification, employabilité, le premier pas vers la vie de citoyen. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, vous savez que vous nous avez un peu présenté comme des experts. Je pense que la question de l'inclusion n'est surtout pas une question d'expertise. Et c'est d'abord un enjeu politique. Alors, je vais essayer de vous citer quelques exemples, un petit pas de côté par rapport à l'employabilité. Il faut bien qu'on comprenne que la question de l'inclusion, c'est une question qui est d'abord politique. Et quand on permet aux minorités d'accéder à leurs droits, ce n'est pas seulement la personne en situation de handicap, mais c'est tout l'environnement qui évolue. Alors, sur Vive, on est en train d'essaimer comme ça des expériences un peu nouvelle, j'en pense à une très importante. On travaille avec l'ARS Île-de-France sur une étude qui s'appelle Handigynéco. C'est quoi Handigynéco ? C'est permettre à des femmes en situation de handicap, alors il faut imaginer des handicaps moteurs très lourds ou des handicaps psychiques où l'accès au corps pour X raisons est compliqué, bien, le fait d'accéder à des soins gynécologiques. Ça paraît d'une banalité sans nom. Pour autant, on se rend compte que le travail qu'on a à faire du côté des sages-femmes, des médecins gynécologues, comment accueillir une femme. Et du coup, on est en train d'évoluer petit à petit sur les violences intrafamiliales. On s'est aperçu qu'un grand nombre de femmes ou d'hommes en situation de handicap sont victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales. Un autre sujet, hier, j'étais sur un établissement à Évry avec des publics très lourdement déficients, donc trachéotomisés, sous respiration artificielle, lesquels publics nous disent depuis une paire d'années la prestation que vous nous offrez aujourd'hui n'est pas adaptée, vous nous méprisez, vous ne répondez pas à nos besoins, vous fichez de nous avec une violence au point que il y a une des personnes qui est écrivaine, elle a écrit au Premier ministre. Autant vous dire que on se rappelle, en ces cas-là, au service de qui on est, de la personne en situation de handicap qui a une capacité d'agir. Et je crois que demain, qu'il s'agisse d'employabilité, d'accès aux droits, il faut se souvenir que la personne en situation de vulnérabilité, ça peut être nous demain, et que l'enjeu, c'est non pas faire de la déficience un handicap, mais en faire une capacité d'agir et à changer le monde. Oui, vous pointez du doigt le rôle fondamental des structures pour identifier des situations de non-droit et des situations qui sont inacceptables. Alors, c'est possible lorsque vous êtes en contact avec ces personnes, mais qu'en est-il lorsque ces personnes sont hors circuit, hors système, lorsqu'on ne sait pas où elles sont, lorsqu'on ne peut pas les identifier? Vous allez chercher des publics qui sont justement hors circuit et hors système pour leur apporter des solutions. Oui, c'est la fameuse notion du aller vers que j'évoquais tout à l'heure. Aller vers ces publics, je crois plus beaucoup aux guichets sur lesquels ils viennent, etc. Il faut aller les chercher là où ils sont. Et ils sont beaucoup, en tout cas, je le disais tout à l'heure, dans les clubs sportifs, autour, l'éducateur sportif qui pourrait d'ailleurs être formé à toutes les notions, notamment d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ils ne le sont pas assez. Moi, je suis éducateur de football. On m'a appris à enseigner une pratique de football. On ne m'a pas appris à accueillir des publics en situation de handicap ou des publics éloignés de l'emploi. C'est pour ça que nous, on a créé ce métier de coach d'insertion par le sport pour qu'ils puissent prendre en charge tout ça. Donc, il y a cette notion d'aller vers qui est primordiale.
Et il y a la notion de parcours qu'évoquait le collègue tout à l'heure. Et cette notion de parcours suppose le fait de travailler en écosystème. Il faut chasser en meute sur ce type de situation-là. L'inclusion, c'est chasser en meute. Ce n'est pas chacun de son côté. Ce n'est pas nous qui allons chercher les publics. Si on va chercher les publics, c'est super. Mais si on n'a pas au bout l'aval, c'est-à-dire les entreprises, c'est-à-dire ceux qui vont les accueillir dans la durée et là où ils vont réussir leur vie professionnelle ou autre, ça ne marche pas. Donc il faut chasser en meute. Et ça appelle une troisième notion, c'est la notion de responsabilité. Les entreprises ont une responsabilité sociétale forte, importante. Le DRH du LCL, quand on l'a rencontré, il nous a dit « Moi, je veux que LCL soit à l'image de la société, c'est-à-dire de sa diversité de la société. Personnes en situation de handicap, personnes issues de la diversité, etc. etc. » Il a tout compris. Lorsqu'il y a des agences situées à Aubervilliers, en dehors du périphérique, à Courneuve, etc., eh bien, il faut des publics qui sont en capacité d'échanger, de comprendre le tissu social concerné par le territoire. Donc, il y a la responsabilité sociétale des entreprises, mais faut-il, au-delà des bonnes paroles, opérationnaliser cette responsabilité sociétale. Et cette responsabilité sociétale, c'est pour ça que je parle de chasser en meute, en collectif, pour proposer des opérations concrètes qui vont concrétiser des idées et, j'allais dire, des grandes valeurs que nous partageons tous. J'aimerais qu'on aborde la question des enjeux auxquels doit répondre notre société face à l'inclusion pour permettre à chacun des citoyens de vivre justement sa vie de citoyen. Quels sont-ils dans vos domaines respectifs ? Je voudrais vous dire que pour compléter ce que vous avez dit, vous parliez, Nora, de personnes que nous connaissons parce qu'elles sont accueillies dans nos structures. Je pense qu'on a un effort incroyable à faire, que nos structures s'ouvrent sur l'environnement, parce qu'en effet, il y a des personnes qui sont accompagnées dans nos établissements, mais il y a un très grand nombre d'entre elles qui n'y accèdent pas. Le nombre de familles qui ont leur enfant, ou après un accident, après un AVC, elles sortent de l'hôpital et puis ça s'arrête. Plus personne n'est en capacité d'informer les personnes et de leur dire, voilà, il y a tel ou tel dispositif qui existe qui pourrait vous accompagner. Dans nos organisations, comment nous ouvrir, avoir un esprit ouvert, comment mieux répondre et sortir de nos carcans administratifs. Je suis autorisé pour 15 personnes, donc j'en prendrai 16, mais pas 17. Alors que peut-être que nos structures doivent évoluer en améliorant, par exemple, l'accueil temporaire. Permettre à des personnes de vivre à leur domicile et qu'à un moment donné, elles puissent faire appel à des organisations, des établissements pour bénéficier de 2 mois, 3 mois d'accueil temporaire. Parce qu'il ne faut pas oublier la question des aidants familiaux qui est extrêmement importante. Je crois que la plupart aujourd'hui des personnes en situation de vieillissement ou en situation de handicap, elles sont d'abord accompagnées par les familles et par les aidants et par les conjoints et par les enfants. Et on a un effort gigantesque d'ouverture à faire vers les aidants. Vous évoquez donc le poids parfois des règles administratives et effectivement, pour les acteurs que vous êtes, ça peut être compliqué de répondre à ces injonctions et en même temps d'être confronté à la réalité du terrain. J'aimerais qu'on retourne justement sur cette réalité du terrain. Quelles sont les remontées que vous avez? Quel est le vécu des publics auxquels vous vous adressez face, encore une fois, à cette question de vivre sa vie en tant que citoyen et d'accéder à toutes les possibilités qu'offre la société et la vie de la cité? Déjà, pour faire écho à ce qui est dit, je crois que s'il y a un enjeu, effectivement, c'est les personnes qui sont sous les radars. Et je crois que c'est vraiment un enjeu pour tous les acteurs, c'est d'arriver à mailler mieux et à atteindre ceux qui nous échappent. Alors, nous, quand on est dans le système scolaire, désormais, il y a un accompagnement qui est obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais c'est vrai que de penser à des jeunes complètement désœuvrés, chez eux, voilà, sans perspective, justement parce que aussi pas d'aptitude à gérer avec une administration des solutions qui pourraient être enclenchées, c'est vraiment déprimant de se dire que ça peut arriver, donc il faut arriver à les atteindre. Premier point. Sur la question du vécu des personnes handicapées et de la problématique administrative, je crois que vraiment les grandes remontées que nous font nos membres,
on pense souvent au handicap en termes d'espace. L'espace n'est pas accessible. C'est surtout le temps et les contretemps et la durée que les réformes mettent à se mettre en œuvre. Nous, les étudiants, ils ne veulent pas perdre une année parce que leur support n'a pas été numérisé suffisamment vite, parce qu'il manque une rampe, parce qu'ils ont eu un problème de transport et qu'ils doivent prendre 2 transports adaptés ou 3 par jour pour aller sur 3 sites différents de formation. Donc c'est vraiment le temps qui est un problème, le temps dans le vécu du quotidien, et puis le temps de mise en œuvre des réformes, parce que je pense que vraiment, aujourd'hui, les dynamiques sont là, mais c'est le rythme auquel ça enclenche qui est hyper frustrant. Nos membres font aussi du plaidoyer, et leur frustration, elle est de voir comment des problématiques identifiées, des solutions identifiées, mettent tellement de temps à se convertir en solutions. Ça, je suis complètement d'accord sur la notion de temps. Aujourd'hui, on parle d'accessibilité numérique. On en parle un peu aujourd'hui. C'est un virage qui s'amorce. Il y a un chantier immense devant nous. Mais la loi sur le handicap, elle date de 2005. Le décret sur l'accessibilité et les fameux référentiels RG2A, etc., date de 2019. Donc il s'est quand même passé entre 2005 et 2019 ce temps-là pour qu'il y ait un décret qui se mette en place. Ce décret, il dit que les gens qui ne respectent pas la loi, il y a des sanctions avec une amende, etc. Aujourd'hui, il y a 0 amende qui sont tombées. Donc, il y a cette inertie du temps qui est incompréhensible pour les personnes qui, depuis 15 ans, je ne sais pas, après la conférence, essayaient de commander un billet de train sans utiliser votre souris. Vous allez voir. Essayez de faire consulter votre compte Amélie en utilisant la tabulation clavier. C'est un parcours de combattant. Et c'est vrai que cette notion de temps, elle est frustrante, exaspérante. Donc voilà, on fait beaucoup de sensibilisation, d'évangélisation pour expliquer que ce sujet-là, de l'accessibilité numérique, on sait faire. C'est pas, on en parlait tout à l'heure, une station de métro, bien évidemment que c'est un coût pharaonique, il y a des temps de mise en œuvre qui sont très longs, etc. Un site internet, ça a une durée de vie d'à peu près 5 ans. On sait qu'au bout de 5 ans, on va faire une refonte. Il n'y a rien qu'empêche de faire en sorte que quand on fait la refonte de son site internet, on embarque les bonnes pratiques de l'accessibilité dès le début du projet pour que le site web il sorte bien conçu, accessible et en conformité avec la législation actuelle. Donc c'est possible, techniquement, il y a 0 frein, donc c'est juste une question de volonté et de faire. Et vous savez pourquoi? C'est parce que depuis toutes ces lois, les grands oubliés sont les personnes elles-mêmes en situation de handicap. Et je pense qu'on aura fait un pas de géant quand on demandera l'avis aux personnes elles-mêmes en situation de handicap et qu'elles viendront nous dire, par exemple, le handicap cognitif. On n'y pense pas, mais allez vous repérer dans un aéroport quand vous avez une lésion cérébrale et que vous avez des troubles de l'attention. C'est impossible. Se repérer dans le métro quand on a des troubles cognitifs, je pense à un ado qui me disait l'autre jour, moi j'ai besoin d'être manipulé pour aller aux toilettes et je souffre quand je suis manipulé. Donc je préfère pas aller aux toilettes de la journée parce qu'en fait, je suis dépendant de la disponibilité du professionnel pour aller aux toilettes. Et je crois vraiment qu'on aura fait un pas de géant quand la personne en situation de handicap ou d'exclusion sociale sera experte et sera apprenante, viendra en expertise de leur handicap. Je voudrais citer la mairie de Toulouse, par exemple, qui ont fait un boulot remarquable sur l'accessibilité. Ils ont édité sur leur site des aides à je cherche dans un emploi, je cherche un logement, j'accède au sport, j'accède à la vie associative. Un truc extraordinaire. Vous allez sur leur site, il est caché, enfin il est au fond c'est très difficile à aller le retrouver. Alors qu'il suffirait simplement sur leur page d'accueil d'avoir un petit logo en falque pour que la personne puisse aller chercher et cliquer directement et d'avoir toutes ces informations-là pour rendre accessible. C'est pas, pour moi, je pense que techniquement, je ne suis pas informaticien du tout, mais je pense que ça ne doit pas être très compliqué à faire. Et je rajoute un petit point sur l'accessibilité numérique, parce qu'on a l'impression qu'on parle de choses techniques, d'informaticiens, etc. Il y a une chose à savoir, c'est que ce qui est fait
en termes d'accessibilité numérique, qui a vocation à rendre l'information accessible au plus grand nombre, notamment les personnes en situation de handicap, c'est vertueux en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'on va faire en accessibilité numérique, ça va bénéficier à tout le monde. Ce qu'on appelle sur un site le référencement naturel, le fait que le site soit reconnu des moteurs de recherche, etc. L'accessibilité numérique va favoriser le référencement du site. Donc c'est bien pour tous. Ça va favoriser ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte que les personnes vont aller au panier, faire un achat, etc. Donc c'est vertueux pour tout le monde, et c'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire que c'est des bonnes pratiques qui doivent être embarquées au même titre que, alors je disais, j'emploie des mots techniques, que le SEO, que l'analytics, etc. Dans tous les projets web, ça doit être une composante au même titre que les autres qui doivent être embarquées. Alors, on parle beaucoup d'accessibilité, accès à l'information, accessibilité des sites, des équipements, accessibilité par le numérique. C'est un frein pour ceux qui n'accèdent pas à ce numérique et à ces informations. C'est aussi un atout. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, les établissements qui n'ont pas de site Internet accessible sont passibles d'une amende de 20 000 €. Mais le problème est qu'il n'y a pas, voilà, par an et par site Internet, donc ça devrait être dissuasif. Le problème est que les sanctions ne sont jamais prononcées malgré le décret 2019. Alors, la crise sanitaire, on est quand même encore en période de crise, a probablement exacerbé les problèmes justement d'inclusion, d'accès à l'information, et vous avez peut-être vécu vous-même à travers vos publics des situations difficiles. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez fait face justement à ces difficultés pendant la crise sanitaire et quelles sont les solutions que vous avez pu trouver pour faciliter en fait la vie de citoyen de vos publics? Alors, à l'inverse je fais un petit pas de côté, je me suis aperçu que la crise sanitaire a eu un effet d'extrême innovation, d'une énergie créatrice très importante du côté de nos institutions, et un grand nombre d'entre elles se sont dites on ne peut pas ouvrir, donc on va aller vers les personnes à leur domicile. Et donc on a développé tout un tas d'outils et on a changé nos pratiques professionnelles. Ce qu'il faudrait, c'est que ça perdure. Parce que très vite, on est revenu à ce qu'on sait faire, à nos comportements avant la crise sanitaire. Donc finalement, ça a été un frein, mais je trouve que ça a été surtout une opportunité à l'innovation et à la débrouillardise. Innovation. Partage complètement. Alors très clairement, le manque de relations sociales en présentiel a eu des graves conséquences, de marginalisation encore plus appuyée, très clairement. Mais ça nous a permis aussi, nous, pour ce qui nous concerne, en effet, de faire preuve d'innovation pour essayer de sensibiliser, y compris le public, à l'outil numérique, à pouvoir avoir ce lien avec un certain nombre d'acteurs qui contribuent au raccrochage. Et puis je salue aussi quand même que l'État a permis tout de même à des acteurs comme nous d'avoir des dérogations qui ont permis à nos acteurs d'aller vers ces publics tout de même pendant la crise sanitaire. Et c'était indispensable pour pouvoir y aller, parce que le risque encouru, c'était vraiment la marginalisation encore trop appuyée sur le sujet. Petit pas de côté, pour reprendre le terme sur le sujet, par rapport à tout ce qui est dit là, il y a une grande convergence de vues sur la nécessité, je crois, de faire savoir nos initiatives pour que ça aille plus vite. Moi, j'appelle de mes voeux qu'on puisse se rassembler tous, et les rendez-vous de l'inclusion est une bonne occasion de le faire, pour pouvoir donner à voir, parce que sans doute il y a des méconnaissances parfois de nos initiatives, donner à voir de ce qu'on fait, parce qu'on a un sujet d'essaimage, pour pouvoir le mettre un peu partout en France. Donc on a un vrai sujet, nous, à se rassembler pour faire poids et dire, regardez ce qu'on fait, comment on fait, comment on fait pour faire 1000 tous ensemble. Je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Oui, je rejoins, nous on a les mêmes enjeux de notoriété. Après, donc sur les... Vos solutions face à la crise sanitaire. Sur la crise sanitaire, alors de fait, c'est vrai que ça a été de l'innovation obligatoire pour nous, puisqu'on est au contact physique en principe avec nos bénéficiaires. C'est du tutorat collectif en milieu scolaire ou dans les établissements du supérieur, c'est du mentorat individuel, c'est des groupes d'entraide. Toute notre force, c'était de faire se rencontrer les acteurs, des jeunes,
dans une dynamique d'émulation. Donc là, on s'est retrouvé un peu KO debout au mois de mars 2020 et de façon hyper accélérée, on a justement digitalisé, numérisé un maximum de choses. On a mis en place une plateforme d'entraide numérique et on a fait appel à nos... Alors la Fédé fédère justement plein de fédérations étudiantes. Donc on a fait appel à nos têtes de réseau de fédérations étudiantes, notamment dans les filières de la santé, qui ont appeler leurs étudiants à se mobiliser, à proposer leur aide. Et comme ça, on a mobilisé plusieurs centaines de bénévoles pour une centaine de jeunes en situation de handicap qui n'avaient plus d'accompagnement. Alors là, c'était de tout type, soutien scolaire, pour le coup, d'habitude, on ne fait pas, mais là, voilà, méthodologique, rassurer des gens. Il y a eu quand même des personnes avec des troubles anxieux qui avaient besoin aussi de se socialiser, de sortir de l'isolement. Donc ça nous a amené, en fait, à virtualiser nos approches. Ce qui aujourd'hui nous apporte un bénéfice énorme, c'est qu'en plus de nos actions incarnées, là où on a des associations étudiantes adhérentes qui agissent, des établissements d'enseignement supérieur adhérents qui sont là, etc., là, on peut trouver un bénévole où que ce soit sur le territoire, ou même un jeune en situation de handicap dans un territoire isolé. Donc vraiment, il y a eu un vrai bénéfice à ça. Après, les conséquences de la crise sur les jeunes en situation de handicap sont extrêmement contrastées. Ça change d'un handicap à l'autre, et je dirais ça change d'un moment de la crise sanitaire à un autre. Le premier confinement a été vraiment très rude pour certaines déficiences parce que les aménagements n'étaient pas en place, les dispositifs n'étaient pas opérants et là, il y a vraiment eu des personnes aveugles qui ont pu avoir des difficultés, des personnes avec des troubles autistiques qui ne s'y retrouvaient pas dans les visioconférences qui leur étaient proposées, la réorganisation de leur quotidien, etc. Le deuxième confinement, les établissements d'enseignement supérieur ont vraiment bien bossé et il y a eu une anticipation qui fait que les choses se sont mieux passées. Par contre, il y a un public auquel on ne pense jamais par rapport au confinement, ou en tout cas de façon contre-intuitive, c'est les personnes qui ont des troubles anxieux. On va se dire, et ils vont vous dire que c'est parfait pour eux. Ils n'ont plus besoin d'aller sur le campus, ils n'ont plus besoin d'aller dans l'amphi, ils ont tout eu à distance, donc moi je me suis senti mieux pendant le confinement. Oui, mais sauf que quand on a 20 ans et qu'on ne socialise plus, et qu'on se dit, il y a moyen de plus socialiser, le numérique va me permettre de rester à distance, je vais faire des visios, je vais suivre les cours à distance. Mais c'est à ce moment-là qu'on acquiert les aptitudes essentielles de lien social, qui sont, on le sait, un facteur de réussite. C'est par le réseau d'amitié qu'on va avoir les bons tuyaux, qu'on va avoir les recommandations, etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu. C'est que ces personnes pour qui ça semble, dans un premier temps, une ressource, une opportunité d'être à distance. Dans un second temps, il peut y avoir des coûts non négligeables. Et là, il va falloir aussi être dans le repérage et dans l'identification de ces personnes pour revenir les chercher et qu'elles ne restent pas dans une zone de confort finalement contre-productive. Alors, en ESAT, par exemple, quelles sont les solutions peut-être que vous avez pu apporter à vos salariés, à vos travailleurs face à la crise sanitaire? Pendant le premier confinement, on a fermé pendant 2 mois. Donc on a dit aux 240 personnes qui fréquentaient les ESAT, vous venez plus. Alors que pour la plupart d'entre eux, on est quand même repérant. On vient travailler le matin, on vient jusqu'à une certaine heure. Et on leur a dit, vous restez chez vous parce qu'il y a un virus. Oui, c'est bien, virus, je ne le vois pas, je ne sais pas ce que c'est, comment je fais. Je dois remplir une attestation pour pouvoir circuler, je ne comprends pas l'attestation. Heureusement que l'État a très vite mis en place aussi une attestation pour pouvoir à un moment donné expliquer, et ainsi de suite. Donc il a fallu aussi, de notre part, qu'on change complètement notre façon d'agir, à ce qu'à un moment donné, en visio, on s'est aperçu aussi le manque et la difficulté d'accès à l'informatique et à la visio de certains travailleurs. Il a fallu expliquer, il a fallu... ça a changé beaucoup de choses dans nos pratiques et dans notre accompagnement, parce qu'on faisait maintenant, durant le confinement, un accompagnement à distance, qui n'a pas été si facile que ça. Alors, vous avez parlé d'entraide tout à l'heure. J'aimerais peut-être qu'on aborde une initiative extrêmement intéressante qui est celle de l'empowerment et du groupe d'entraide mutuelle sur lequel, donc concept, dispositif sur lequel vous travaillez, Laurent Cambon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et comment replacer la personne handicapée en fait au centre de ces questions? Oui, en tout cas, merci pour la question, parce qu'en effet, c'est une ouverture promue par les politiques publiques depuis 4 ans qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que l'empowerment, on considère que c'est plus le professionnel qui a le savoir, qui a l'expertise, mais c'est la personne elle-même en situation de handicap. Et finalement, le professionnel,
médical, médico-social, il n'est qu'un maillon dans une chaîne où le vrai expert, ça sera le parent ou l'enfant ou l'adulte en situation de handicap. Et donc l'État est en train de nous demander de faciliter la création d'associations, de groupes d'échange de pratiques, de groupes d'appartenance pour les parents, pour les enfants, pour les adultes en situation de handicap, qui vont apporter des trucs, des savoir-faire aux uns aux autres. Comment, vous parliez tout à l'heure de maladies psychiatriques, au quotidien, avoir un enfant schizophrène, c'est pas toujours la joie. Ben, les parents ont des trucs à s'échanger entre eux, voire parfois l'un va garder l'autre, ils vont se prendre 2 jours de vacances. Et vous voyez ce genre d'initiative qui est trop petit aujourd'hui en France, c'est vraiment faire valoir le droit des personnes en situation de handicap et sortir de ce spectre du professionnel qu'a le savoir et qu'a la compétence. Mettre le jeune au cœur du dispositif. Oui, ça revient aussi à la remise en confiance du jeune, à finalement avoir une sorte de valorisation de soi-même, d'être expert de soi. Pour s'en sortir, il faut déjà croire en soi. Et de ce point de vue-là, je crois beaucoup à la notion de mentorat. Le mentor, chaque personne a besoin d'avoir un mentor, quelqu'un en qui on a confiance, etc. Je crois que ça a vocation à se développer beaucoup. On a tous besoin d'une référence. Et la référence, c'est aussi la capacité à faire comprendre à celui que l'on accompagne qu'il a la solution en lui. Et c'est ce que je crois il faut essayer de développer, et nos initiatives y participent. Ouais. Alors, il nous reste 4 minutes pour évoquer, peut-être refaire un dernier tour de table et voir avec vous quelle est, selon vous, la priorité pour favoriser l'accès à la vie de la cité des personnes en situation de handicap. Alors, s'agissant des étudiants, Fabien. C'est une question hyper difficile, honnêtement. On n'a pas un axe prioritaire. On a dit mettre la personne au cœur, ça c'est vraiment ce qui doit être mis partout. C'est ce que dit la loi de 2005 d'ailleurs, hein, la personne handicapée au cœur des dispositifs. Bon, bah, c'est cette révolution culturelle qu'il faut faire partout, même au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées dont on fait partie et où c'est pas si évident que ça. Donc on voit qu'à tous les niveaux, il y a vraiment cet effort à faire. L'empowerment, c'est une de nos valeurs clés. Je pense que aussi une chose importante, et il vient de se lancer une campagne de sensibilisation handicap au niveau national hier, en tout cas ça va partir dans pas longtemps, c'est vraiment la formation. Pas simplement la sensibilisation, mais je dirais la formation du grand public au handicap. Il y a tout un tas de savoir-être, de savoir-faire qu'il faut communiquer dès le plus jeune âge, de connaissances, pour que les réflexes inclusifs existent partout, qu'un enfant comprenne que l'enfant différent dans sa classe, c'est lié à telle situation, qu'une personne en situation de handicap visuel, on peut lui tendre son coude. Que, voilà, c'est vraiment tout un tas de choses très concrètes, très pratiques. Il faut que l'ensemble de la société acquiert pour que le handicap devienne banal. C'est un peu l'idée de cette campagne que j'ai pu voir hier, de dire voir la personne avant le handicap. Bah, pour voir la personne avant le handicap, il faut avoir une expertise individuelle du handicap, avoir vraiment tous les éléments de compréhension. Donc nous, on fait un label Association étudiante pour une société inclusive pour les associations étudiantes, pour les faire monter en compétences là-dedans, faire en sorte que leurs activités étudiantes progressivement deviennent de plus en plus inclusives et soient pensées comme ça. Et on voudrait lancer un certificat culture inclusive, un peu sur le modèle du PSC1, pour permettre à des jeunes d'acquérir les compétences de base pour avoir les bons comportements en face d'une personne handicapée, quoi qu'il arrive. Très bien, je suis obligée de vous couper. La priorité, Mathieu Bars. Alors, je vais voir avec très rapidement. Très rapidement, c'est très simple. On peut râler, s'offusquer que ça avance pas vite. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein, notamment sur le sujet de l'accessibilité numérique. Il y a un champ d'opportunités incroyable. Donc, saisissez votre chance, inscrivez-vous aux formations Simplon. Et du boulot, il va y en avoir dans les mois, dans les années à venir. Donc voilà, c'est plutôt un message optimiste. Le numérique. Ouais, on a compris le message. Christophe Deleuzy. Pour moi, c'est la communication. Et je suis acteur de ma vie si je comprends. Et si je peux accéder aux documents et je peux accéder à la vie de tous les jours. Pour moi, elle est là. Samir Guerza. La construction d'une société inclusive. Tous les acteurs doivent être sensibilisés. Ceux qui perdureront dans le temps, ce seront ceux qui seront inclusifs
Et deuxième priorité, continuer le aller vers, des métiers pour aller vers les publics. Laurent Cambon, très rapidement. Une phrase, sortir du référentiel de la déficience pour croire en la capacité d'agir des personnes en situation de handicap et leurs familles. Merci à vous. Alors, pour conclure cette table ronde, d'abord, je voudrais peut-être vous parler du dispositif FALC qui permet de rendre accessibles les documents et qui est une norme ou un dispositif européen. Je reprends les mots-clés de cette table ronde: inclusion active, rendre le handicap banal, communication, information accessible, innovation, entraide, empowerment. Ce sont tous les mots très forts que vous avez évoqués et qui nous dressent en fait les solutions possibles pour une meilleure inclusion dans la vie de la cité. Rendez-vous demain pour la 4e et dernière table ronde qui sera consacrée aux enjeux globaux de l'inclusion. Merci. Merci. Merci.